Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Petit peu. Oui, bonjour. Parfait. Tout fonctionne bien, super, ça marche. OK, bienvenue à tout le monde, dans cette, nouvelle webconférence de l'ADI, comme d'habitude le mardi après-midi pour celles et ceux qui ont l'habitude. C'est la dernière de l'année pour moi, donc je suis ravi de vous retrouver si nombreux, si nombreuses. Heu, on va faire un petit tour cet après-midi du côté de l'étude de marché, comment, préparer votre, projet d'entreprise, de manière, à lui donner, un cadre commercial pour trouver vos clients, pour, vous adapter à leurs habitudes et puis, savoir un petit peu comment leur parler, comment les aborder et puis comment connaître aussi leurs besoins et leurs attentes. Vous allez voir que c'est des basiques, hein, c'est vraiment pas très compliqué ce qu'on va voir, mais c'est bien de se les remettre en tête, de se les poser, c'est bien de prendre du temps pour ça et d'avoir un cadre comme je le disais, mais ce sont vraiment des fondamentaux, donc on va avoir du temps pour, discuter. Si vous avez des questions, je suis tout seul aujourd'hui, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va y répondre, on va se prendre du temps pour ça si nécessaire. Avant de démarrer, j'ai l'habitude un petit peu de demander, est-ce que c'est votre première conférence? Est-ce que c'est la première fois que vous venez, voir l'ADI ou voir en conférence? C'est la deuxième pour Solène. Ah, merci de revenir. On est à la toute fin de l'année, donc il y a peut-être des personnes qui sont en projet, qui vont se lancer dans pas longtemps, qui viennent un petit peu voir les dernières, infos avant de se lancer en janvier. Donc voilà, peut-être des nouveaux, des nouvelles. Non, on a quand même pas mal d'habitués. Bah, c'est chouette. Ah, je ne compte plus. Bah, c'est super d'avoir un petit peu des fidèles comme ça, c'est bien. Bon, j'espère qu'à un moment, vous allez pouvoir vous lancer ou venir, nous voir en physique aussi parce que, je leur dis, on donne un petit peu les fondamentaux. C'est hyper bien déjà de venir prendre les informations, c'est nécessaire de ne pas rester tout seul. Le but après, c'est d'aller, vous faire accompagner. On en reparlera à la fin un petit peu plus, plus en détail, plus en individuel aussi pour se lancer. On se voit où? Eh ben, on se voit, en agence, dans un bureau. Je vous redonnerai tout ça à la fin s'il y a besoin. OK? Ah bah, voilà l'exemple Jean-Jérôme qui nous dit: «Je compte ouvrir en début d'année». Écrivez-moi peut-être aussi, c'est ceux qui le souhaitent dans le chat, votre activité, puis où vous en êtes dans votre projet. Peut-être certains sont déjà en activité, mais ont peut-être besoin de se reposer un petit peu la question de comment je trouve mes clients, comment je les retrouve même peut-être, comment je recible ma clientèle. Dites-moi où vous en êtes et puis votre secteur d'activité, ça permettra peut-être de donner des exemples qui seront adaptés, j'espère. Oh, le conducteur d'engin, oui, c'est pas n'importe quoi. Peintre, OK. Sur du e-commerce, c'est des projets en cours, d'accord. Crèche dire maintenant, vous avez tous des projets sur les genoux? OK, très bien. Ah, nouvelle activité Maëlle, déjà peut-être une première activité, avant, mais du coup, ce sera pas la même clientèle, j'imagine. Ah ouais, donc on a du particulier, on a du pro, beaucoup de services aux particuliers, j'ai l'impression. Ça tombe bien parce que, les services aux particuliers et les services en B2B aussi, ça fera partie des sujets qu'on abordera en début d'année, en janvier, février, dans les prochaines webconférences, notamment avec des témoignages, parce qu'on a beaucoup de plus en plus d'activités, dans ce domaine-là de services aux particuliers, même si ça prestation de service, ça concerne beaucoup de secteurs d'activité différentes, mais heu, mais souvent on imagine que c'est différent du commerce, que c'est difficile de chiffrer, que c'est difficile de trouver la clientèle. C'est pas si différent que ça, mais c'est bien peut-être d'avoir des témoignages là-dessus. Alors, je vous présente ce qu'on va voir un petit peu rapidement, pendant cette petite heure. D'abord, quelques définitions claires de l'étude de marché. C'est quoi? Pourquoi on en fait une? À quel moment on en fait une aussi? Quelles étapes pour réaliser cette étude de marché? Alors vous allez voir dans les étapes, je ne vais pas vous le présenter, step by step, hein, étape par étape, je vais vous présenter plutôt quelques questions qu'on va se poser parce que l'étude de marché, c'est se questionner. C'est aller à la découverte de la clientèle, de l'environnement, de l'écosystème, vous allez voir. On va vraiment adopter cette posture-là, cette démarche, de découverte et donc aller questionner, la future clientèle. Toujours les prestations de services, on verra.
Ensuite, un focus rapide vraiment sur les entretiens. On a différentes méthodes pour aller justement questionner les prospects, les potentiels clients, identifier leurs besoins, identifier leurs attentes, aussi leurs habitudes de vie, leur pouvoir d'achat, etc. On a les questionnaires, vous avez peut-être déjà fait des questionnaires, vous avez certainement entendu parler, plein de moyens d'identifier notre personnage type, persona de client. Et il y a ces entretiens clients qui prennent un petit peu plus de temps et qui doivent être un petit peu cadrés. Donc on va faire un petit focus rapide tout à l'heure là-dessus. Et puis enfin, qu'est-ce que toutes ces données-là qu'on aura recueillies pendant l'étude de marché nous permettra, comment elle nous permettra de construire une stratégie commerciale, comment on va trouver les clients à partir de toutes ces infos-là, à partir de toutes ces données-là. Et puis, on verra comment ça peut nous aider aussi à chiffrer, à prévoir le prix, le tarif qu'on donnera au produit ou à notre prestation de service, à notre service. Et puis comment on peut aussi déjà calculer notre futur chiffre d'affaires grâce à ces infos-là. C'est vraiment l'étude de marché, quelque chose qui est préliminaire, qui est une étude. L'étude, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en amont pour ensuite construire le prix, le tarif de notre prestation, de notre produit, et puis de pouvoir chiffrer le projet vraiment plus loin. Mais ce n'est pas le projet en soi. Alors, j'entre déjà dans les définitions, mais l'étude de marché, donc c'est pas la construction du projet en soi, c'est une étape préliminaire qui nous permet de donner ensuite le cadre au projet. Alors Isabelle, est-ce qu'on aura la présentation? Normalement, je ne vous envoie pas la présentation, mais n'hésitez pas à faire les captures d'écran. Et puis surtout, les webconférences, elles sont enregistrées. Donc vous aurez replay sur la chaîne YouTube, je vous mettrai aussi le lien tout à l'heure. Il y en a déjà une de mémoire qui est sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez la retrouver. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vois qu'il y en a plein qui sont déjà venus, mais pour celles et ceux qui connaissent Paladie, je le représente. C'est une association, une grande association, puisqu'on est 820 employés, c'est beaucoup, et 1200 bénévoles dans toute la France, y compris l'outre-mer, depuis 35 ans en 2024, très bientôt 35 ans. Et donc, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à la création ou au développement d'entreprises. Création aussi pour les entreprises déjà en activité. Et puis surtout le financement, parce que l'accès au crédit professionnel bancaire est de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes. Des personnes qui ont eu des incidents bancaires auparavant, des personnes qui sont en réinsertion, demandeurs d'emploi ou RSA. C'est peut-être le cas de certaines d'entre vous. Ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on peut l'imaginer, sauf que voilà, il faut ce coup de pouce pour se lancer, ou pour se relancer, pour ensuite pouvoir se réinsérer dans un circuit un petit peu plus classique de financement et d'accompagnement. Alors, l'étude de marché, c'est quoi? Pourquoi? Comment? À quel moment? J'ai déjà commencé à vous en dire un petit peu. Je vous l'ai dit, c'est d'abord adopter une posture, quand je vous parlais de cette démarche de curiosité, d'aller découvrir votre marché, c'est ça. Imaginez-vous comme, je ne sais pas, un anthropologue ou un reporter qui va sur un terrain, qui ne connaît pas forcément, peut-être certains d'entre vous vous lancez dans des activités que vous connaissiez déjà en tant que salarié. Mais imaginez, vous entrez sur un terrain, vous connaissez peut-être un peu, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et vous allez vraiment le découvrir. Le découvrir sous un point de vue pro, sous un point de vue d'entrepreneur. Pas du tout le point de vue que vous aviez jusque-là. Pour moi, c'est pas mal cette approche-là, cette posture de découverte, de curiosité, parce que ça permet justement, pour ceux qui connaissent déjà le secteur d'activité, en tant que salarié, en tant que client, peut-être en tant que consommateur, qui connaissent déjà le territoire sur lequel vous allez travailler, de prendre du recul sur votre propre expérience de consommateur ou d'employé, de prendre du recul et de revenir à la découverte comme si vous aviez un œil naïf, comme ça vous allez pouvoir, je vous disais tout à l'heure, questionner les habitudes de vos potentiels clients, des concurrents, des fournisseurs, comme si vous ne le connaissiez pas. C'est bien parce que vous n'allez pas avoir de jugement par rapport à vos expériences passées, et puis ça va vous permettre de vous questionner sur des choses sur lesquelles vous
vous pensez peut-être déjà avoir des réponses. Sauf que vous pourriez être, assez, surpris, en fait, en allant vraiment plus dans la découverte. Et j'insiste sur ça, c'est vraiment de la découverte parce que vous allez, on va le détailler après, hein, on va reparler des clients, des concurrents et cetera, mais vous allez vraiment vous demander ce que font ces personnes-là sur votre, écosystème, sur votre, marché, quelles sont leurs attentes et cetera. Donc c'est vraiment une posture de questionnement. Et puis je l'ai déjà dit, en introduction, c'est une étape préparatoire, l'étude de marché, c'est ce qui nous permet de préparer donc la stratégie commerciale comme une fois que je connais à qui je m'adresse. Parce que l'étude de marché, ça va servir à ça, à définir à quel client je m'adresse, dans quel environnement, face à quel concurrent, avec quel fournisseur, vous saurez comment aborder cette potentielle clientèle. Vous aurez défini quelles sont ses habitudes et cetera, donc vous saurez comment lui parler, comment utiliser les termes qui la touchent. Et donc cette étude de marché, c'est une étape préparatoire pour construire à la fois votre démarche commerciale et puis ensuite pour la gestion, parce que je l'ai dit en introduction, ça va vous permettre aussi de définir un peu mieux le chiffrage du projet. Mais ce n'est pas suffisant, hein, je l'ai mis là, elle ne constitue pas en elle-même votre stratégie. Le projet de création d'entreprise, ce n'est pas seulement une étude de marché. Si vous vous lancez en ayant seulement fait une étude de marché statistique ou même une étude de marché complète avec des entretiens, en allant trouver, des fournisseurs, en allant, questionner un petit peu les autres commerçants du quartier et cetera, ce n'est pas votre projet en soi. C'est ce qui vous permet de construire le projet. Voilà, petite alerte là-dessus. Alors, je vous l'ai dit depuis le début, l'étude de marché, c'est ce qui va vous permettre de questionner votre terrain de travail. Plusieurs questions, qu'on peut se poser dans cette étude de marché. Je vous en ai mis là quelques exemples. Qui sont les potentiels clients? Qui consomme déjà ce produit ou qui fait déjà appel à ce type de service? Ça va vous permettre, vous voyez en face, de définir votre stratégie commerciale. Ce que je vous disais tout de suite, vous allez adapter vos arguments de vente, vous allez adapter pardon, votre approche commerciale en fonction des habitudes de consommation de vos potentiels clients. Quelles sont bah, voilà, leurs habitudes de consommation? Ça va aussi être qu'est-ce qu'eux attendent en termes de pouvoir d'achat, par exemple, en termes de prix qu'ils sont prêts à mettre et qu'ils mettent peut-être déjà ailleurs. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir établir un prix qui est adapté au public, adapté à votre cible. Attention, hein, on va le revoir à la fin, mais heu, définir votre prix, le coût de votre service ou de votre produit ne va pas dépendre uniquement que du public et des habitudes de consommation. Il faudra aussi que ça réponde à vous. Qu'est-ce que vous prévoyez comme chiffre d'affaires, comme développement potentiel ou non de votre activité? Le prix doit vraiment être là pour, pouvoir atteindre votre seuil de rentabilité. Si vous vous adressez à une clientèle qui est pas prête à payer un certain chiffre, un certain coût, un certain prix, et que ça ne vous permet pas, à un certain moment de la vie de votre entreprise, d'avoir des revenus ou au moins d'atteindre votre seuil de rentabilité, d'être à 0, c'est que c'est pas la bonne cible, c'est pas la bonne clientèle. Donc il faudra trouver un juste milieu entre les 2. OK. Mais déjà, c'est une question qu'il faudra quand même vous poser dans l'étude de marché. Ensuite, quelles sont les évolutions et les tendances du marché? Donc là, on sort seulement que des habitudes de la clientèle, mais au-delà de la clientèle, tout le marché. Est-ce que c'est un marché où il y a, des tendances, comme dans la mode, comme dans, la bijouterie, dans, la décoration? Est-ce que, il y a des grands commanditaires, des grands donneurs d'ordre, comme dans le bâtiment, comme dans le transport? Est-ce qu'il y a des évolutions à prévoir, techniques, réglementaires? Tout ça, ça fait aussi partie de l'étude de marché. Et donc là, il va falloir en face anticiper, parce que s'il y a des évolutions réglementaires ou techniques, il va falloir vous aussi vous adapter. S'il y a des évolutions, s'il y a si c'est un marché qui se développe beaucoup, il va y avoir de la concurrence, ça va aussi peut-être impacter vos tarifs, votre chiffre d'affaires. Donc tout ça, ça s'anticipe et ça va nous permettre aussi d'anticiper, j'ai mis là, le côté, trésorerie, prévisionnel de comptabilité et trésorier, donc anticiper les charges et le chiffre d'affaires.
Qui sont les autres acteurs du marché? Les fournisseurs, les concurrents, il y a peut-être d'autres acteurs, hein, on va le redétailler après, d'autres acteurs qui ne sont pas que les concurrents, d'ailleurs, sur le marché. Et enfin, quel est l'environnement du marché? Alors l'environnement, c'est pas la même chose que le marché. Je vais revenir après pour vous dire un petit peu quelle est la différence entre ce marché et cet environnement qui est en fait plus large. Et tout ça, toutes ces questions-là que vous allez vous poser pour constituer l'étude de marché, va vous donner des opportunités et des contraintes. Il peut y avoir des contraintes, des concurrents, il peut y avoir des contraintes, le pouvoir d'achat de votre clientèle, il peut y avoir des contraintes réglementaires, encore une fois. Dites-vous bien que toutes les contraintes, vous pouvez les transformer en opportunités. Alors, il y a forcément un chemin de traverse, voilà, une voie que vous pouvez prendre. Et l'étude de marché sert justement à réfléchir à ça. C'est ah bah mince, là j'ai un tel blocage, est-ce que bah, moi je vais peut-être plutôt aller chercher un autre type de clientèle à ce moment-là. Voilà. Il y aura des opportunités, il y aura des contraintes, mais dites-vous bien que une opportunité peut devenir une contrainte peut devenir une opportunité. Et ça se travaille. Oui, Elodie, alors normalement ce sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Euh, ah, bah, après, ah bon? Bah, normalement, moi, je réponds à tous les mails. Donc, si vous envoyez le mail à l'adresse que vous avez quand vous aurez la confirmation à la fin du rendez-vous, vous pouvez m'écrire. Moi, je réponds à tous les mails. Et sinon, c'est sur la chaîne YouTube de l'ADI, je vous remettrai en lien après. Bah, je vais tout vous écrire à la fin, d'accord? Je vais vous dérouler. Sinon, la chaîne YouTube, c'est adi.org. Voilà. Mais ADIE, vous pouvez taper sur YouTube. Et je vous remettrai aussi le lien. Alors, quelles étapes pour préparer, pour réaliser même une étude de marché? Ah, José Armero, pardon. Là. On va distinguer là d'abord la clientèle, ensuite, hop, vous allez voir les concurrents et votre offre, donc votre produit ou votre service, et enfin le marché et l'environnement. Ah, je ne sais pas qui est Stéphane. Bah, je vais vous écrire mon mail là directement. Hop, ça c'est moi. Alors c'est pas Bernier, mais c'est Besnier. On n'était pas loin. Mais ah oui, non, c'est pas Stéphane, c'est Simon, c'est moi. Pardon. Voilà. Ouais, vous pouvez. Eh ben, ouais, je vais vous mettre. C'est pas grave, Elodie. De toute façon, réécrivez-moi ou je vous mettrai le lien tout à l'heure sur YouTube directement. Donc d'abord les clients. Pourquoi c'est important de définir votre client? Alors, je ne veux pas vous mettre de pression non plus. Tout à l'heure, on a quelqu'un dans le chat qui nous disait qu'elle souhaitait redéfinir un petit peu sa clientèle pour une nouvelle activité. Même pour une même activité, tout au long de la vie de l'entreprise, ça c'est des questions que vous pourrez ou vous devrez même vous reposer. Comme on pourra redéfinir le modèle économique, la clientèle, c'est quelque chose qui peut être reciblé ou élargi ou changé tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, c'est bien de se poser les questions en amont pour pas faire d'erreur et pour démarrer en ayant cette base-là, ce cadre-là qui est donné à votre entreprise. Ça nous permet d'anticiper, encore une fois. Mais si vous faites des erreurs ou si vous testez auprès d'une clientèle avec un tarif X ou voilà, avec des arguments de vente, une proposition de valeur qui n'est pas en fait adaptée, bah, ça se retravaille. C'est jamais trop grave, mais ça nous permet de ne pas perdre de temps. Bah voilà, si vous, par exemple, Jérôme, vous êtes en B2B, mais il y aura peut-être, c'est pas des contraintes de pouvoir d'achat, il y aura peut-être des contraintes de délai de paiement, par exemple. Et à ce moment-là, bah, faut voir comment on travaille dessus. Ce sera plutôt dans les contrats, il va falloir spécifier des choses. Tout ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser en amont, parce que quand je parlais des habitudes de oui, à 60 jours, il faut bien que ce soit indiqué dans le contrat. Et enfin, voilà, avec des clauses si retard. Je dis ça parce que j'en ai vu plein, des contrats où c'était pas spécifié, donc le client va dire: «Bah, c'est pas spécifié, moi j'ai un certain délai sur ma comptabilité, je peux pas presser mes comptables». Voilà, ou les directions achats. Heu, sur des clients comme ça qui sont des entreprises et là pour le coup des grands groupes, il y a aussi des choses à connaître en amont. Quelles sont leurs habitudes? Quels sont leurs délais? Quels sont et le persona, voilà, c'est exactement ce que je vous ai mis sur cette slide-là, Valérie.
Ça vous permet de savoir qui ils sont et quelles sont, leurs habitudes quasiment au quotidien parce que c'est leur temporalité à eux. Vous ne les toucherez pas à n'importe quel moment, vous ne communiquerez pas à n'importe quel moment. Le service, client, ensuite dans la durée aussi, sera impacté. Quelle relation client vous aurez avec eux? Bah, cette temporalité-là, elle va jouer aussi ou la sur quels outils, sur quels, est-ce que c'est en digital, est-ce que c'est en physique, on va les trouver. Donc vous avez, là par exemple un exemple de persona, enfin de question à se poser pour construire un persona à gauche pour un particulier, à droite pour une entreprise. Donc le portrait robot du client type, c'est ce que je vous ai mis, c'est ce qu'on appelle la segmentation de la demande. La segmentation, c'est à qui je m'adresse, quelle est la catégorie de ma clientèle. Pour un particulier, le genre, ça peut bien sûr impacter la consommation, la tranche d'âge, ça consomme, ça impacte la consommation, mais aussi la manière dont on va communiquer, encore une fois, sur quels outils, sur quels canaux. La catégorie professionnelle, le lieu où on les trouve et puis le pouvoir d'achat. La typologie de la famille, pareil, le pouvoir d'achat, mais aussi là, on est aussi sur une question de temporalité, à quel moment de la journée on s'adresse à eux sur les réseaux sociaux, par exemple. Un exemple, hein, que je donne seulement. Bon, les habitudes, les passions, les valeurs, c'est très important aussi parce qu'on ne va pas communiquer. Pour celles et ceux qui étaient là il y a pas longtemps, on a fait en novembre, une conférence sur le pitch, très lié à ça aussi. On a, dans le pitch, on va s'adapter, en fonction de profil. Les valeurs écologiques, sociales, ou les attentes en termes plutôt de produits, sécurisés, de pouvoir d'achat, ces attentes-là de notre persona, de notre clientèle, encore une fois type, hein, tout le monde ne se ressemble pas, mais va conditionner la manière dont vous allez communiquer. La fréquence d'achat, le panier moyen, toutes ces attentes-là. Ça, c'est pour le persona, particulier. Pour l'entreprise, bah, voilà, Jean-Jérôme le disait, on va faire la même chose. C'est pas exactement une question qu'on va se poser, mais on va se poser la même des questions aussi. La taille de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est une ancienne entreprise? Est-ce que, elle a de l'expérience dans le secteur d'activité? Ça reste qu'elle, du coup, elle a aussi pu tester différents fournisseurs, différents prestataires comme vous. Ça va falloir peut-être aussi s'aligner. Bon, bah, le secteur d'activité, ça change aussi, grandement forcément. On n'a pas les mêmes, relations avec des commanditaires, avec des clients, avec des fournisseurs dans tous les secteurs d'activité. Des fois, il y a des tarifs qui sont un peu, heu, je sais pas trop comment vous dire, mais qui sont, traditionnels. Ouais, il y a pas de loi, il y a pas de règles, mais il y a des choses qui se passent, c'est un peu du culturel dans certains secteurs d'activité, ça se sait, c'est comme ça. À quel moment vous intervenez dans la vie de l'entreprise? Ça, c'est vraiment très important et c'est souvent sous-évalué. Est-ce que c'est un nouveau besoin auquel vous répondez? Ou est-ce que c'est un changement de prestataire? Et à ce moment-là, comment ça s'est passé avec l'ancien prestataire? Est-ce qu'il y a toujours le contrat en cours? Parce qu'un contrat, ça ne s'arrête pas comme ça quand c'est une prestation. Est-ce qu'à un moment, il va, devoir, cumuler les 2? Est-ce que vous pouvez à ce moment-là faire une offre au démarrage pour que ce soit supportable, le coût des 2 contrats en même temps. Dans quelles conditions, l'ancien contrat s'est arrêté, c'est important que vous le sachiez aussi pour pas que ça vous arrive ou pour vous adapter. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est souvent, pas pensé, mais qui est très important. Une entreprise, elle a une vie comme un particulier et à quel moment on décide de changer de prestataire et pourquoi? Vraiment questionner ça. Donc la même chose, la fréquence, d'achat, ou de sollicitation de la prestation. Alors pourquoi je vous ai mis la fréquence? Parce qu'un des nerfs de la guerre quand on a une activité, quand on a une entreprise, c'est la récurrence. Les activités qui ont la chance d'avoir de la récurrence, bah, je le dis, c'est vraiment une chance parce que ça vous permet de pas avoir à chercher des clients tout le temps. Et chercher des clients tout le temps, c'est communiquer, c'est être vraiment très présent. Sur internet, sur les réseaux sociaux, sur votre site, par des annonces, sur le terrain. C'est constamment avoir cette démarche commerciale. Alors qu'une entreprise qui a de la récurrence, la prestation informatique, de la livraison et cetera, qui a un peu un portefeuille de clients. Bon, bah, on sait que pendant la durée du contrat, tous les mois, je vais avoir cette prestation. Tous les jours, toutes les semaines, je vais avoir cette prestation.
bien, cette fréquence d'achat ou de sollicitation de la prestation, vous, ça va vous permettre d'anticiper aussi. Anticiper à quel moment je vais devoir chercher de nouveaux clients, donc avoir une grosse période de démarche commerciale, à quel moment je vais pouvoir, je vais devoir aussi anticiper cette, démarche commerciale-là parce que, si j'ai un contrat qui s'arrête, ben, ça veut dire aussi un trou de trésorerie ou un trou de rentrée, en tout cas de chiffre d'affaires. Voilà, ceux qui n'ont pas de récurrence, de toute manière, bah, doivent faire ça tout le temps. Le domaine des travaux ferroviaires est un domaine qui revient sous tension, qui devient, pardon, sous tension. Il y a de la place pour un grand nombre de boîtes. Eh bah, très bien. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sous-traitants, dans le domaine ferroviaire. Du coup, j'imagine que c'est ça pour vous. Voilà, ça me fait penser à une sale histoire, mais je vais peut-être pas la raconter ici, mais de sous-traitance dans le domaine ferroviaire. Si Jean-Jérôme, vous travaillez dans le domaine, vous avez dû, savoir que c'était un des problèmes d'un grave accident qui s'est passé cet été. C'était pas en France, mais c'était la chaîne de commandement qui a été rompue entre différents sous-traitants, justement dans le domaine ferroviaire. Alors, chacun son travail et son secteur d'activité, hein, je critiquerai pas du tout. Ah oui, depuis 10 ans, ouais, ben, bravo. Mais effectivement, voilà, vous, ça vous permet d'avoir un secteur qui s'ouvre. On a comme ça, c'est pas tous les ans, mais des secteurs qui s'ouvrent. Là, ça c'est beaucoup plus évidemment sur la livraison, sur le transport. Il y a une période aussi de grosse ouverture de la sous-traitance, donc de la concurrence dans le bâtiment. Et du coup, c'est une période aussi où justement la réglementation a suivi avec parfois quelques années de retard. Donc à vous d'aller justement dessus et d'aller tester et d'aller vous faire votre propre marché. Puis après, ça se renormalise en fait. Donc ces personas, et je vous disais, c'est important d'anticiper parce que ça va pouvoir conditionner la manière dont vous allez communiquer et avoir votre démarche commerciale, votre stratégie marketing. Ah, bon, c'est pas très rassurant, mais j'espère que ça va aller, Jean-Jérôme. Alors, voilà pour la clientèle, donc les différents types de personas. Pour les concurrents et pour votre offre. Première question, pourquoi les clients iraient chez vous plutôt que chez vos concurrents? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Déjà, il faut aller voir s'il y a des concurrents, aller voir où ils sont, à quelle échelle géographique eux ils distribuent, quelle est en fait leur zone de chalandise, parce que c'est pas forcément la même que vous. Est-ce que c'est exactement la même offre? Ce n'est pas non plus forcément la même que vous. À ce moment-là, vous pouvez vous différencier. Il y a plein de moyens de se différencier de vos concurrents, que ce soit parce qu'on s'adresse pas à la même clientèle, au même tarif, encore une fois la même zone de chalandise. C'est pas parce qu'il y a déjà des personnes qui ont eu la même idée que vous pouvez pas la faire. Vous la ferez autrement. Il y a peut-être parfois de la place pour tout le monde, comme dit Jean-Jérôme là, actuellement. Mais c'est important de quand même définir qui sont vos clients et quelles sont vos offres, quelles sont ses offres, quelles sont leurs offres. Je vous ai mis là, je vous l'ai écrit, en analysant l'identité, enfin j'arrive pas là, en analysant l'identité de vos concurrents, vous définissez celle de votre entreprise. Donc en fait, c'est un peu par défaut, mais c'est-à-dire en sachant ce que font les autres, je sais ce que moi je ne ferai pas. Ou au contraire, en sachant ce que font les autres, je sais ce que moi je dois faire. Les concurrences, ce n'est pas que négatif d'avoir de la concurrence autour de vous. Ça vous permet aussi d'avoir des entreprises qui ont de l'expérience dans le secteur d'activité, dans le domaine. Et donc, vous pourrez vous adapter en fonction de ce qui a fonctionné chez eux, de ce qui n'a pas fonctionné chez eux. Il y a de l'historique que vous n'avez pas forcément. Ils ont vu les évolutions du marché. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur leur historique. Victor, beaucoup de concurrents dans vos secteurs. Comment se démarquer rapidement? Alors, dans quel secteur d'activité vous êtes, Victor? Et encore une fois, je vous dis, vous démarquer, c'est très bien. Parfois, il n'y a pas besoin de se démarquer s'il y a de la clientèle pour tout le monde. Peinture d'intérieur-réfection, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Alors, ça va aussi dépendre du territoire. En ruralité, par exemple, il y aura beaucoup plus de besoins. Est-ce que vous vous différenciez parce que vous vous adressez pas à la même clientèle? Est-ce que vous vous différenciez parce que vous utilisez des produits différents? Ça peut être ça aussi, des produits écologiques ou des produits
qui ont été pensés pour certains types de matériaux, pour certains types de peau aussi. J'imagine que ça peut être dangereux pour la peinture parfois. On peut se différencier sur la clientèle, sur l'offre en elle-même, c'est-à-dire là sur les produits, sur la zone de chalandise. Est-ce que vous allez loin? Voilà. Toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et je vous l'ai mis à la fin aussi, quels sont les produits et les services, quels sont les produits phares, les produits d'appel. Est-ce que vous avez défini des produits d'appel? Des produits, alors pas forcément que des produits d'appel, mais les produits phares, c'est-à-dire ceux qui sont le plus demandés. Est-ce que, pareil pour ceux qui font de la prestation de service, est-ce que vous avez un peu votre cœur, le service qui va être très demandé ou le service un petit peu innovant, un petit peu à vous, que vous avez monté, et puis le reste qui est un peu plus classique, qui va se rapprocher de ce que font vos concurrents. Et il y a votre produit, votre service à vous. Tout dépend des besoins, effectivement. Ah, franchement, ça peut être ça aussi, c'est que vous, votre point fort, et c'est peut-être ça que vous allez mettre en avant dans votre proposition de valeur, c'est-à-dire dans votre argument commercial, c'est que vous êtes attaché aux besoins. Donc vous allez d'abord faire un diagnostic, alors peut-être que tous les peintres d'intérieur le font, je ne sais pas, mais vous pouvez mettre en avant que vous allez d'abord faire un premier entretien de diagnostic pour recueillir le besoin. Peut-être que ce premier entretien, il sera gratuit. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre prestation. Comparer votre offre aux concurrents, encore une fois, ce n'est pas que chercher à la différencier, ce n'est pas que la mettre en concurrence, en conflit, c'est ce que je vous ai écrit en bas, c'est aussi prendre du recul. C'est-à-dire, est-ce que mon offre, elle est adaptée à ce qui existe et est-ce qu'elle est adaptée à ce qui est demandé par la clientèle? C'est vraiment prendre du recul. C'est ça qui est important. C'est pas que: «Mince, quelqu'un a eu la même idée que moi, quelqu'un fait la même activité de moi, comment je vais pouvoir être différent?» Peut-être que s'il fait la même chose, c'est parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Et donc vous adapter à la demande, c'est aussi parfois faire la même chose. J'essaie de vous dédramatiser, hein, par rapport à ça, par rapport à la concurrence. Ce n'est pas que la concurrence qui fait le projet. Ouais. Donc on a élargi de plus en plus dans votre cœur de clientèle, la concurrence, comment adapter votre offre et puis on élargit encore plus au marché. Donc là, dans votre secteur d'activité toujours, dans le marché, il y a la concurrence, il y a la clientèle, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres acteurs, je vous l'ai dit, il y a les fournisseurs, les autres prestataires à qui vous allez pouvoir faire appel. Il y a des personnes, je les ai mis au milieu, des personnes qui ne seront pas vos clients, mais qui peuvent être des prescripteurs, qui vont faire du bouche à oreille, qui vont relayer votre offre, qui vont en parler, qui sont des personnes, ouais, voilà, qui sur un territoire ou qui sur un secteur d'activité spécifique vont relayer parce que eux-mêmes sont intégrés dans ce marché-là, connaissent bien. Ça peut être de la presse, ça peut être des experts du domaine, voilà. Ça peut être des anciens clients, donc qui vont, vraiment faire ce bouche à oreille-là. Et c'est important de qualifier la relation avec ces personnes-là aussi. Ce ne sont pas forcément eux vos clients, ce ne seront plus vos clients, mais par contre, c'est eux qui vont, vous envoyer des clients qui vont être, beaucoup plus dans votre cœur de cible, parce que c'est beaucoup plus qualifié quand ça se passe par le bouche à oreille. Et il y a rien de mieux que de la recommandation. Parce que c'est bien pour vous, parce que c'est des futurs clients qualifiés. C'est bien pour, ces, prospects-là, pour ces futurs clients, parce qu'ils ont confiance en vous. Donc là, il va y avoir moins de débats aussi sur, le tarif, sur la négociation et cetera. Donc ça, c'est valable pour des particuliers, c'est aussi et peut-être même encore plus valable pour du B2B. La recommandation, ça fait tout. Donc qualifiez vraiment la relation avec vos clients pour qu'ils en parlent après, le bouche à oreille, et puis qualifiez la relation avec ces relais-là. Il faut identifier sur votre secteur qui peuvent être ces relais, ces experts ou ces personnes, sensibles à si vous avez un produit ou un service, à impact, par exemple. Voilà. Et c'est des acteurs qu'on oublie souvent, mais qui peuvent vous apporter des bons clients. Donc l'intégration de votre entreprise, de votre projet dans le marché, c'est ce que je vous ai mis. Quel est cet objectif? L'objectif, c'est de trouver la place de votre entreprise et de votre offre, donc de votre produit ou de votre service,
dans l'environnement. Comment vous vous intégrez, comment l'entreprise s'intègre dans un cadre qui est déjà là? Il existe déjà ce marché, le territoire existe déjà, cet environnement, il existe déjà, les clients, ils existent déjà, ils ne sont pas nouveaux. Vous, vous êtes nouveau. Donc comment vous vous intégrez dans quelque chose qui est déjà là, en vous appuyant sur des personnes qui sont déjà là aussi et qui vont relayer ça, en vous appuyant sur des fournisseurs et des prestataires qui connaissent bien le secteur d'activité. Et puis, je vous l'ai dit, il y a d'autres éléments qui peuvent influer sur le marché et donc qui, là, correspondent à la zone, au cercle le plus large, donc il y a l'environnement qui est plus large que le marché. Donc c'est tout ce qui dépend de la réglementation, du légal, et là aussi, il va falloir se poser, ces questions-là parce que ça veut dire vous adapter à un moment. Donc encore une fois, il faut anticiper, c'est le mot-clé, hein, c'est anticiper, donc questionner ce qui est du ressort du réglementaire et du légal. Qu'est-ce qui existe sur votre secteur d'activité qui est incontournable quand c'est du réglementaire? Qu'est-ce qui existe du côté économique aussi? Quelles évolutions du secteur d'activité pourraient influer sur, votre chiffre d'affaires, sur le budget que vous allez dépenser aussi, sur les charges? Est-ce qu'il y a des réglementations sur la mobilité, par exemple, sur les carburants? Est-ce que, votre secteur d'activité à vous aussi, est-ce que vos produits vont là, en ce moment, connaître par exemple l'inflation? Est-ce qu'on peut l'anticiper ça, l'inflation? Est-ce qu'on connaît les taux, le pourcentage d'augmentation par exemple là au 1er janvier sur vos produits? Sur le produit que vous achetez pour pouvoir faire votre service ou votre, ou concevoir votre propre produit. Donc est-ce que vous l'impactez aussi? Parce que ça joue sur votre budget. On est L'inflation, c'est l'exemple type, hein, de ça, de cet élément économique qu'il faut anticiper. Parfois, ça peut être aussi, de la saisonnalité. Donc ça, encore une fois, vous allez vous faire votre calendrier et anticiper à quel moment peut-être que je vais avoir différents tarifs, sur des saisons différentes parce que ce ne sera pas la même clientèle que j'aurai aussi. Les valeurs, les habitudes de votre clientèle, ça je vous l'ai dit déjà aussi, c'est des éléments qui ne sont pas purement économiques. Mais ce sont des éléments de valeur, culturelle qui seront importantes pour votre clientèle. Donc comment vous adaptez votre offre à ça? Voilà, il y a des fêtes dans l'année. Est-ce que vous vous adressez à des, personnes qui peuvent avoir, des contraintes ou des obligations idéologiques, religieuses? Ça, il faut s'y adapter aussi. Le genre, joue beaucoup, là-dessus aussi, c'est du social. Voilà, enfin, c'est du social, en termes sociologiques, pas en termes droits sociaux. Mais encore une fois, ça rentre dans le persona et il va falloir que votre produit ou votre offre, s'y adapte. Et puis, quelque chose qui, pour le coup, est vraiment environnemental et très extérieur à vous, donc le technologique, l'écologique, est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Là, la réponse est oui, pour tout le monde. Des choses qui vous impacter, pas que sur votre offre, mais sur la manière dont vous allez travailler. Encore une fois, les thématiques de mobilité qui reviennent beaucoup en ce moment. Heu, donc ça, c'est technologique, mais c'est aussi écologique. Est-ce qu'il va y avoir, des moments dans l'année où on va plus pouvoir travailler ou faire travailler les sous-traitants ou, au moment où vous allez moins vous faire travailler aussi l'été avec la canicule? Je suis en train de vous paniquer, je suis désolé, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'est anticiper s'il va y avoir des évolutions, s'il va y avoir des changements au fil des années suivantes qui vont impacter sur votre budget, qui vont impacter sur votre prix, mais qui vont aussi impacter sur la manière dont vous allez vous adresser à vos fournisseurs, et aussi à vos clients. J'essaie de synthétiser pour que ce soit clair. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que j'ai parlé de plein de choses, mais je vous le redis, c'est vraiment des fondamentaux. Je me répète beaucoup, mais c'est vrai que je vous dis, c'est juste des bonnes questions à se poser assez en amont, assez tôt, pour pouvoir s'y adapter ensuite. Et encore une fois, c'est seulement questionner ce qui existe déjà autour de nous. Merci, merci à vous. Je continue sur, ce focus sur les entretiens clients. Comment on questionne justement, notre potentiel clientèle? Comment on peut définir, cadrer, notre cible? Alors, vous allez faire appel, je l'ai dit en introduction, à des, questionnaires. On fait beaucoup, ça vous permet d'avoir des données, en grand nombre,
ça vous permet surtout d'avoir des données statistiques quantifiables, hein. Le questionnaire, il sert à quantifier, mais il ne sert pas à qualifier. Vraiment, on n'entre pas dans les détails de parcours de vie, d'habitudes au quotidien. Donc c'est vraiment des données plutôt quantifiables. Vous allez aussi pouvoir chercher des données statistiques auprès de l'INSEE, par exemple, auprès d'études d'instituts de sondage sur la consommation. Il y a plein de choses qui existent sur BPI France. Alors je vais vous envoyer BPI France, qui est une agence de l'État, donc c'est public, alors là, c'est spécifique sur la création d'entreprise. Vous pouvez aller voir sur BPI France Création, il y a plein de données par secteur d'activité. Le site de l'INSEE aussi, alors c'est vraiment des bases de données, il y a aussi des synthèses d'études qui sont un peu plus accessibles, mais il va falloir aller fouiller là-dedans. Et puis pour compléter tout ça, et je vous dis pour avoir des données un petit peu plus qualitatives, des entretiens clients. Alors déjà, on ne va pas en faire beaucoup, on va en faire 15-20 grand max, c'est représentatif. 15-20, c'est suffisant pour, même si vous vous adressez à beaucoup de personnes ou de sociétés différentes. Alors pour les sociétés, je pense 15-20, ça fait déjà beaucoup de questionnaires, enfin d'entretiens. Mais pour des particuliers, ça peut paraître pas beaucoup, mais je vous le dis, c'est déjà représentatif. Qu'est-ce qu'on va demander? Je vous ai dit, le but, c'est de qualifier. Donc, les motivations, c'est du psychologique. On les recueillit beaucoup plus facilement en entretien que dans les questionnaires parce que c'est au fil de la discussion. Les motivations, qu'est-ce qui nous fait passer le pas de l'achat? Il peut y avoir un produit qui me plaît dans un magasin ou sur Internet, c'est pas pour autant que je vais l'acheter. Qu'est-ce qui me fait vraiment passer le cap? Qu'est-ce qui va être déclencheur? Et c'est là-dessus que vous allez axer votre marketing. Qu'est-ce qui va être déclencheur pour passer à l'acte d'achat et qu'est-ce qui va être déclencheur si je compare entre différents prestataires ou entre différents commerçants pour aller acheter le produit ou choisir votre service à vous. Là, on retombe sur le profil du client type. Mais c'est pas juste le persona. Dans le profil, qu'est-ce que moi je cherche? Une fois, est-ce que je cherche la rapidité? Est-ce que je cherche un produit qui est éco-responsable? Est-ce que je cherche un produit qui est pas cher? Ou au contraire, un produit qui est luxueux parce que c'est ce que je cherche moi, parce que je suis prêt à mettre le prix, mais ça veut dire qu'il me faut un produit robuste et beau. Et donc vous allez adapter à la fois votre offre, donc le produit et les services, mais aussi adapter surtout la manière dont vous allez parler à ce personnage-là, donc dans votre marketing, en fonction de ça. Les habitudes de consommation, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais par exemple, on peut faire un parcours de la journée type ou d'une semaine type de la personne. Et je vous disais tout à l'heure, le but, c'est de voir comment vous vous intégrez dans un marché, dans un environnement qui existe déjà. Bon, bah là, pareil, ça va être comment vous intégrez votre offre dans un quotidien qui est déjà, la personne, elle n'attend pas que vous arriviez. Donc à quel moment vous vous intégrez? À quel moment votre produit va être utilisé dans la vie quotidienne de cette personne? Et à quel moment on va aussi trouver la communication? Si vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, à quel moment de la journée cette personne va sur les réseaux sociaux et donc on va tomber sur votre pub? C'est un exemple, il y a d'autres moments de communiquer. Est-ce que vous allez tester votre produit sur des marchés? Est-ce que votre clientèle se rend sur les marchés? À quel moment de la semaine? À quel moment de l'année? Refaire un petit peu cet historique du quotidien ou de la semaine d'une personne. Puis je vous l'ai mis, donc ça là c'est de la méthodologie, plutôt la forme, un entretien plutôt ouvert, donc c'est-à-dire on va laisser parler la personne. À la différence du questionnaire où ça va être des questions plus fermées, oui, non, échelle de valeur. Là, on va avoir des questions beaucoup plus où la personne va pouvoir rentrer dans une description. C'est un peu une interview, une interview, il faut la faire parler et identifier donc des parcours de vie ou des parcours types d'une journée, d'une semaine. C'est important parce que là, on est clairement en train de préparer la stratégie marketing. La stratégie marketing, elle se joue beaucoup sur des dimensions psychologiques, ce que je vous ai mis là. Donc on va aller chercher les leviers de motivation, on va aller chercher l'intérêt, on va aller chercher l'impact, le besoin vraiment, pas forcément fonctionnel, mais le besoin psychologique et c'est là-dessus qu'on va axer notre marketing.
Voilà pour le focus sur les entretiens, clients. Qu'est-ce que tout ça, toutes ces données qu'on a pu recueillir dans les entretiens, qu'on a pu recueillir en allant chercher des statistiques sur le marché, sur toutes les données qu'on a sur les autres offres, sur les concurrents, tout ça, qu'est-ce que ça nous permet de préparer? Donc je vous l'ai dit déjà, là, la première chose, c'est votre stratégie de vente, la stratégie marketing, mais pas que. Mais d'abord, comment on construit cette stratégie marketing à partir des infos qu'on a recueillies dans l'étude de marché? Eh bien, en montant une proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est très simple, c'est une phrase qui va vous permettre de faire votre pitch après d'ailleurs. Très très simple. Comment on répond donc aux attentes du besoin, aux attentes pardon, ou aux besoins du client type, et comment on s'intègre dans le marché. Hein, c'est ça la proposition de valeur. Donc je propose mon offre, mon produit ou mon service à un client qu'on aura cadré, qu'on aura défini, ma cible, ma clientèle, parce que ce client a besoin ou a envie de ça. Voilà ce qui manque, voilà comment moi je peux m'intégrer dans son quotidien. En Alors là, on revient à votre offre, mais en me différenciant, parce que c'est comme ça, ou pas forcément en différenciant, mais en tout cas en montrant le moyen de comment le client va vous trouver ou comment comment vous allez distribuer votre produit auprès de lui. C'est pas exactement l'offre, hein, le moyen, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment la base d'un pitch marketing et c'est tout. Euh, je propose un produit à vous parce que vous êtes dans cette clientèle-là. Vous avez besoin, vous avez envie de ça. Et comment je m'adresse à vous? Comment je distribue le produit? Comment ça peut vous être utile? Par exemple, je propose une prestation de plomberie à la carte pour les restaurateurs, du B2B, en service, qui veulent une prestation rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins, il faut éviter les délais trop longs et les prix élevés. Donc, je réponds à mon offre qui est une prestation de plomberie à la carte. Pour les restaurateurs, c'est ma clientèle. Je définis une clientèle assez large, mais une clientèle qui a quand même des besoins spécifiques. Un besoin, prestation rapide, éviter des délais trop longs et les prix élevés. Ma prestation est donc rapide pour répondre à ce besoin du délai, enfin de la prestation rapide, moins cher que les concurrents. Donc ça c'est assez classique, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas forcément que d'être moins cher que les concurrents, mais j'ai identifié une clientèle qui a un besoin et je réponds très précisément à ce besoin-là. Ma prestation, elle est définie comme étant rapide et moins chère que les concurrents parce que j'ai identifié que c'était le besoin de ma clientèle. Pas parce que moi j'ai envie de faire une prestation rapide et moins chère que les autres, mais parce que j'ai identifié que c'était vraiment ce qui était demandé par la clientèle. Est-ce que c'est assez clair? Je parle beaucoup, mais je vous le redis, c'est une phrase simple. J'offre à, pourquoi, comment. Ah merci, Marine. Ça, vous pouvez le reprendre pour vous, hein. Est-ce que vous, ça vous paraît simple d'intégrer comme ça dans les mots en gras là, votre produit, votre clientèle, peut-être pour celles et ceux qui ont déjà une idée de la clientèle qu'ils auraient, comment vous répondez aux besoins? Ouais, c'est assez clair. Et encore une fois, ça vous permet à vous d'être sûr que vous avez trouvé la bonne clientèle, que vous savez que vous répondez à un besoin, à un manque, à une envie, c'est pas qu'un besoin primaire, hein, évidemment, et que vous savez comment vous allez proposer ça, votre produit ou votre service. Pas du tout pour l'instant, Bénédicte. Bah oui, parce que bon, voilà, vous êtes encore en train d'y réfléchir. Donc, mais je vous le dis, c'est simple et ça vous permet à vous de savoir que vous vous intégrez dans ce besoin-là, dans une clientèle qui est déjà bien définie. Et puis, ça va vous driver, ça va vous permettre de construire votre stratégie marketing. Si vous allez trouver des clients ou tester, c'est dans l'étude de marché, un questionnaire ou dans les entretiens dont on parlait tout de suite, ça va aussi être testé si la personne que j'ai en face de moi peut être un client un jour. Eh bien, on peut tester ce genre de phrase, ce genre de pitch. Un pitch en 2 phrases, là, vous voyez.
Dans le bien-être et la santé de son habitat, pas simple de cibler sa clientèle. Peut-être parce que, a priori, ça peut être tout le monde. C'est souvent le cas. Enfin, ça peut être le cas. Et donc là, vous allez plutôt, vous adresser à une clientèle, peut-être en termes soit générationnels, soit de genre, soit de pouvoir d'achat, soit géographique aussi. Si votre clientèle, c'est tout le monde, parce que tout le monde, peut être concerné par, ce produit-là ou ce service-là, tout le monde pourrait y faire appel. À vous d'aller cibler, votre clientèle et qu'est-ce qui est peut-être plus simple pour vous? Parce que c'est une clientèle que vous connaissez déjà, c'est une catégorie, sociale que vous connaissez déjà, donc vous saurez dans un premier temps comment vous adresser à cette clientèle-là. Eh bien, le client type Céline, c'est alors je vous remets là, vous allez questionner ça à gauche. Vous allez chercher à avoir ces données-là, ces informations-là et comment? Soit en allant chercher déjà des données, statistiques, ce que je disais, soit en allant les questionner directement. Et c'est pas après l'étude de marché, c'est une partie de l'étude de marché. OK? Alors double activité chez Bénédicte, pareil, le domaine de la santé ou du bien-être, tout le monde est concerné par ça. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous adresser à tout le monde. S'adresser à tout le monde, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, c'est s'adresser à personne. Donc il faut que vous sachiez, peut-être que là, il y a quand même sur le bien-être, on a souvent une thématique de pouvoir d'achat. Voilà. Et je vous le redis aussi, de territoire. Est-ce que parce que vous allez pas, distribuer forcément à la France entière, donc intéressez-vous aux personnes qu'il y a autour de chez vous et quelles sont leurs habitudes. Alors toutes ces infos-là encore sur le donc sur la clientèle, sur la concurrence, sur le marché, nous permettent donc de définir la manière dont on va communiquer, c'est notre stratégie marketing, mais ça va aussi nous permettre d'anticiper, encore une fois, le chiffrage du projet. Alors le chiffrage, c'est après l'étude de marché, hein, il faut vraiment avoir toutes ces données-là, toutes ces infos-là. Mais comment ça va nous aider? Eh bien, après avoir analysé la demande, la structure de la demande, dont on parlait tout à l'heure, quelle est ma clientèle, on a défini à peu près le pouvoir d'achat, le panier moyen, la tranche de prix, qu'on pourrait, avoir pour cette clientèle spécifique. On a défini aussi quelles sont les charges, quelles sont les dépenses je vais y revenir après, mais quelles sont les dépenses qu'il faut couvrir pour réaliser cette prestation ou pour, commercialiser et produire ce produit. On a aussi analysé la concurrence. Est-ce qu'on doit se différencier en termes de tarifs ou en termes de clientèle ou pas se différencier? C'est à partir de ces données-là qu'on va définir le prix et pas que, aussi de la valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est ce qu'on a vu dans la proposition de valeur, enfin, c'était là. Ma valeur ajoutée là, c'est que je suis rapide, par exemple. Bon, bah, pour être rapide, il faut que j'ai, un véhicule, il faut que je puisse être, voilà, il y a des questions de mobilité, il y a des questions de disponibilité, donc peut-être aussi embaucher, d'avoir peut-être un logiciel de gestion de commandes, des choses comme ça. Tout ça, ça a un coût. Donc on revient sur les charges, sur les dépenses à couvrir et donc il faut que le prix de votre produit ou de votre service puisse couvrir aussi ces coûts-là. L'importance de la relation client, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est très important. Est-ce que, vous avez, la relation du service après-vente? Comment vous fidélisez vos clients? Est-ce que vos clients, vous comptez sur eux pour le bouche à oreille? Est-ce qu'il y a du conseil en amont? Je parlais des entretiens diagnostiques, par exemple. Est-ce que ça, vous le facturez ou pas? Et puis enfin, le prix psychologique, c'est plus difficile à définir. C'est par exemple pour les artisans, c'est important
d'avoir, alors artisan d'art, mais ça peut concerner plein de secteurs d'activité différents. Le prix psychologique, ça il se demande en entretien, par exemple, hein, dans ces focus particuliers, ces focus clients. Quel est le prix qui est prêt à mettre mon potentiel client dans mon produit? Et à ce moment-là, moi, si j'avais défini un prix qui est plus bas, bon, bah, je vais pouvoir axer mon marketing là-dessus en disant bah, c'est plus bas que le marché, ou plus bas que en tout cas plus bas que psychologiquement ce que ma clientèle attendait. Donc ça va être intéressant. Si au contraire mon prix est au-dessus parce qu'il faut couvrir mes charges, là il va falloir vraiment avoir des arguments de vente, travailler aussi. Donc, le prix psychologique, souvent, c'est de plus en plus oublié, mais c'est important d'y revenir parce que ça définit encore une fois le persona aussi de votre clientèle. Et tout ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un prix adapté à votre clientèle, à son pouvoir d'achat, à ses habitudes et à ce qui existe dans le marché. Je vous ai mis en bas tester avant de lancer sa gamme définitive. Il ne faut pas avoir peur de vous tester, de faire des erreurs, ou en tout cas de réadapter. Prenez bien votre temps là-dessus. Ce sera peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas votre cible définitive, ce sera peut-être pas votre produit définitif non plus, ce sera peut-être pas votre prix définitif ou la gamme définitive. Voilà. Mais c'est important pour savoir vraiment quelle est la clientèle adaptée avec le produit adapté, de le tester. Et enfin, donc, demander le budget au client peut-il être une erreur? Pas du tout. Non, le budget, quel est le budget que vous vous donnez toutes les semaines, tous les mois pour la famille ou pour ce qui est dédié aux loisirs, ce qui est dédié à la beauté, ce qui est dédié à l'hygiène. C'est parfois difficile de définir son propre budget, mais pour les personnes qui le savent, ou qui savent le calculer, a posteriori, non, tout à fait. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est de voir comment votre produit, votre service s'intègre à son quotidien, à ce qui existe déjà dans sa vie. Donc le budget, c'est quelque chose qui est déjà défini ou qui est facilement calculable. Donc comment votre produit peut s'intégrer à un budget qui existe déjà, ou est-ce que le budget est flexible pour pouvoir intégrer ce produit-là? Voilà, Victor. Donc non, c'est une question à poser, à poser. Mais peut-être plus spécifiquement, comme je vous le disais, bah, moi quel budget vous avez pour l'alimentaire, quel budget vous avez pour l'hygiène, pour les loisirs? Et donc, comment on peut estimer le chiffre d'affaires? En fonction de l'étude de marché. L'étude de marché, je vous l'ai dit, vous donne beaucoup d'infos, beaucoup de données chiffrées sur votre clientèle, sur votre concurrence, sur votre offre, sur les offres qui existent. Donc, je vous l'ai remis à gauche. Reprenez les données de l'étude de marché sur les concurrents, sur les statistiques du secteur d'activité, du secteur géographique aussi, je l'ai pas mis, c'est important. Donc la clientèle, le budget et sur votre propre offre et sur les offres de ce qui existe sur le marché. Et comment on va calculer ça? Combien de prospects je touche? Combien de prospects je peux avoir en portefeuille? Alors vraiment des prospects, hein, pas des potentiels clients, mais combien de personnes je touche par mon marketing, par ma communication? Très large. Sur une durée définie. De ça, on prend la part qui vraiment va devenir client, va acheter mon produit ou va faire appel à mon service. Combien? Est-ce que c'est 1 des prospects? Est-ce que c'est 10 des prospects? On peut calculer sur certains produits, sur certains secteurs d'activité, ce ratio-là. Ah bah, mais dites, oui, ça dépend vraiment du secteur d'activité, ça dépend aussi du secteur géographique. Mais ça, on le sait localement, on peut vous faire accompagner pour ça, on saurait le calculer, même si ça évolue. En tout cas, c'est dans une tranche, hein, donc à tester. Il n'y a pas de... Je pense qu'on pourrait vous le donner ailleurs, mais il n'y a pas de formule miracle si c'est le 1%. En tout cas, ce ne sera jamais 100%. Ça, il faut en être conscient. On multiplie par le montant de l'achat moyen, du panier moyen. Donc, c'est pour ça que vous avez défini votre tarif avant.
Et on multiplie aussi par le nombre d'achats par acheteur, parce qu'un acheteur va pas acheter qu'un seul produit, ou il peut aussi avoir de la récurrence, je vous disais tout à l'heure. Donc si on calcule tout ça sur un mois, est-ce qu'on va faire appel à mon service ou acheter mon produit toutes les semaines, par exemple? Et ça nous donne le chiffre d'affaires. Tout ça nous donne le chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, on déduit les dépenses, donc le coût, ce que ça vous coûte à vous de produire ce produit, la fabrication ou l'achat, est-ce que ça vous coûte de réaliser la prestation de service? Alors, c'est moins des coûts vraiment de production pour la prestation de service. Oui. Il y aura plutôt du stock, etc. Et ensuite, justement, on enlève aussi les frais. Donc les frais de déplacement, les frais de caisse enregistreuse, les frais de logiciel, d'assurance, de crédit, parfois aussi, les cotisations sociales. Tout ça, ce sont les charges qu'on déduit de la marge brute. Et ça nous donne donc la marge nette, c'est le revenu de l'entreprise, ce qu'on gagne en net. Encore une fois, c'est important aussi de faire la distinction entre la marge nette, entre le revenu, enfin le bénéfice, et le chiffre d'affaires, parce que dans le chiffre d'affaires, on n'a pas encore déduit les charges et les coûts de production. Et pourquoi je vous l'ai mis là? Pourquoi je vous le dis là? Parce que c'est important, parce que souvent on raisonne à l'envers. On se dit: «Moi, je veux faire tel chiffre d'affaires, il faut que je fasse tel chiffre d'affaires». Et après on calcule les frais fixes, les dépenses, les charges, et c'est en fonction de ça qu'on définit le tarif. Non, définissez le tarif, enfin en fonction de votre clientèle, en fonction du marché, en fonction du secteur. Définissez votre tarif en fonction des dépenses que vous avez pour atteindre le seuil de rentabilité, heu, mais ne faites surtout pas l'inverse. D'accord? Il faut anticiper le chiffre d'affaires pour pouvoir anticiper, le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est au moins quand on a notre chiffre d'affaires et qu'on a payé toutes les dépenses, fixes ou variables, il faut au moins être à 0. C'est ça le seuil de rentabilité. Et ce qu'il y a en plus, c'est du bénéfice, c'est c'est le bénéfice de l'entreprise. Et ça, vous pouvez encore une fois le calculer, ou avoir des bases de calcul, des formules en fonction des données que vous aurez recueillies dans l'étude de marché. Et ça ne part pas de 0. Le chiffrage d'un projet, c'est forcément après l'étude de marché. Je finis là-dessus. Important de se faire accompagner, de ne pas rester tout seul, parce que je vous l'ai dit, c'est les fondamentaux, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de données à aller chercher, beaucoup d'infos à aller chercher. Il y a de la méthodologie aussi, hein, pour la méthodologie un peu d'enquête, hein, pour aller faire ces questionnaires, pour aller faire ces entretiens, pour aller trouver les données statistiques aussi. Et puis comment on s'en sert après, comment on le transforme pour construire le projet, pour construire la démarche commerciale et le chiffrage du projet d'entreprise. C'est pas évident non plus d'aller chercher ces données brutes-là et de les analyser et de les transformer en infos pour, justement, par exemple, aller, calculer son tarif. Heu, c'est pas si évident. C'est un métier en soi, donc faites-vous accompagner, que ce soit à l'ADI ou ailleurs, hein, des ateliers, des formations, pour ça. D'autres structures aussi qui sont spécialisées dans l'accompagnement. Je vais vous remettre les bons liens là, ça c'est super, c'est un outil que alors, il faut juste que je vous l'écrive bien, que les collègues ont fait, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est super, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais vraiment allez voir, c'est, une sorte de parcours, de créateur d'entreprise. Vous pouvez prendre quand même par bloc, donc là, si vous êtes déjà un petit peu avancé dans le parcours, vous pouvez le faire, c'est gratuit, sur le site de l'ADI, et ça vous donne, pas mal de pistes et d'infos, pour le chiffrage, d'infos réglementaires, et cetera. Ah bah super Bénédicte, merci. Je moi je trouve vraiment qu'il est bien aussi, et donc voilà, assez didactique, et ça vous envoie en tout cas aussi parfois sur d'autres pages de BPI France, de services publics, et cetera, pour avoir les bonnes infos en fonction du secteur d'activité. Je vous mets le lien aussi pour finir de la chaîne YouTube pour les replays, et puis parce qu'il y a plein d'autres webconférences et d'ateliers qui sont enregistrés, par secteur d'activité ou par thématique, donc c'est pas mal pour, aller se renseigner. La page des ateliers justement en physique,
Alors là, fin décembre, il n'y a pas forcément grand-chose, vous allez voir. Mais vous allez, hop, aller voir nos ateliers. Et là, c'est tous les ateliers qu'il y a dans les agences à vie, chez les partenaires, sur les permanences, sur la création d'entreprises, sur la mobilité professionnelle, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Petite question de Charlie. Si nous n'avons pas de garant, y a-t-il des organismes qui peuvent se porter garant pour nous? Non, on ne peut pas mobiliser de caution, de garant, société, hein, personne morale en tout cas. Faut que ce soit une personne physique. Par contre, s'il n'y a pas de garant, si on a du mal à trouver à l'ADI, parce que c'est un critère pour être financé par l'ADI, hein, pour justifier pour les autres personnes. Si on ne trouve pas, il y a toujours d'autres solutions. Dépôt de garantie, voilà. En fonction du montant, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses au cas par cas. Donc, faut pas que ce soit bloquant. Voilà. Il faut en parler au conseiller ou à la conseillère en local. Voilà. Merci Céline. Oui, il n'y a plus qu'à se lancer. Encore une fois, vous ne lancez pas tout seul, hein. Il y a plein de choses qui existent et surtout prenez votre temps et testez. Testez. Voilà. Oui, Elodie, je vais répondre à votre mail si vous me l'avez envoyé. De toute façon, je vais trouver l'autre. Et il n'y a pas de souci, je vais vous répondre, Elodie. Merci à vous. Passez une bonne après-midi, de bonnes fêtes si vous fêtez. Et on se retrouve en janvier. Tout le programme sera sur la même page, adi.org. Vous trouverez ça. À bientôt, bon projet, bonne création et bonne continuation à vous tous et toutes.